et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview d'Aline de Beauté Naturelle, une jeune entrepreneure engagée, écolo et sans tabou, qui a construit une entreprise de création zéro déchet en tissu de seconde main. À côté de cette activité, Aline a en plus le compte Instagram et le blog Beauté Naturelle, où elle partage des astuces beauté green, des conseils zéro déchet, et sans oublier, bien sûr, toutes ses réflexions autour de l'écologie, du féminisme et de toutes ces valeurs qui lui tiennent vraiment très à cœur. Je pense que tu l'auras compris, Aline est une entrepreneure authentique qui nous prouve que l'on peut réussir en étant soi-même, et c'est d'ailleurs ça, pour elle, la clé du succès. Avec Aline, on a parlé de comment créer une entreprise éthique et écologique, comment faire connaître sa boutique en ligne de manière naturelle et authentique, comment développer une communauté sur Instagram qui nous soutienne au quotidien. On a parlé aussi de la concurrence et de comment se différencier d'elle en étant soi-même. Et à la fin, elle a accepté de nous dévoiler ses petits conseils secrets pour bien s'organiser et avoir une vie équilibrée et épanouie. J'ai vraiment adoré cette interview qui est remplie de bons conseils pour toutes les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. D'ailleurs, je t'invite d'ores et déjà à partager l'épisode sur Instagram dans tes stories en nous taguant avec Aline @beauténaturelle et @passionéglantine. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Bref, sur ce, je te laisse avec Aline qui commence directement en te racontant son beau parcours. Alors moi, j'ai fait un bac L à la base au lycée. J'ai fait un bac L orienté vers les langues parce que je voulais faire un métier en lien avec les langues, donc traductrice, interprète, quelque chose comme ça. Et après, donc, j'ai commencé une licence LEA, c'est langue étrangère appliquée, donc pour mêler un peu les langues, le commerce et tout. Et puis, en même temps, c'est à ce moment-là, je crois à ma deuxième année de fac que j'ai commencé mon blog. Parce que j'avais découvert le naturel et tout, et du coup c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon blog en même temps, tu vois. Donc Et du coup voilà. sur la beauté naturelle, c'était à peu près la même base qu'aujourd'hui. Ouais, Okay. c'était ça. Je partageais mes petites recettes, tu sais, que je faisais à la maison et tout, parce que tous mes proches me demandaient toujours de leur faire des cosmétiques, et bon, au bout d'un moment, je leur ai dit, eh oh, je vous donne la recette, vous vous débrouillez maintenant. Et du coup, voilà, du coup, j'ai fini ma licence LEA. J'étais plus trop passionnée par les langues, c'était plus un truc qui me convenait. Du coup, j'ai essayé de bifurquer un peu et du coup, bah, tu vois, vu que le blog, ça m'avait beaucoup plu et tout, de gérer un blog, j'ai découvert tout le monde de la communication, d'internet même. Donc du coup, je suis passée en études, j'ai fait une année de master de e-commerce et web marketing parce que je voulais bosser là-dedans et puis je me suis dit que ça serait un chouette truc, tu vois, si je voulais faire quelque chose de plus grand avec mon blog et mon activité en gros. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis en même temps, j'avais toujours le blog à côté et puis au fur et à mesure des années, je me suis grave intéressée au zéro déchet et c'est l'histoire de la couture en fait, c'est venu un peu genre c'est un peu un pur hasard. Enfin, tu vois, j'essaie de suivre un peu mes envies dans mes créations, dans mes activités et tout. Et donc du coup, j'avais commencé à faire des trucs zéro déchet pour moi, tu vois, des sacs à vrac, des petits cotons, des trucs. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça serait cool en fait d'en faire pour les autres, tu vois, parce que je suis quelqu'un de super créative avec mes mains. Et du coup, voilà, j'ai appris à coudre un peu en autodidacte et en fonction des produits que je voulais faire et tout. Et puis j'ai lancé ma boutique par la suite. Ok, donc tout s'est fait naturellement. Enfin, tu t'es pas dit, tiens, je vais en faire mon métier. Ou à quel moment, du coup, t'as basculé de... Là, t'étais encore en études à ce moment-là, quand t'as commencé la couture, la boutique. Et à quel moment tu t'es dit, bah, je vais y aller à 100%? Alors déjà, c'est un petit déclic par rapport au monde du travail. Parce que j'ai eu j'ai pas d'expérience professionnelle en tant que salariée, etc., parce que bah je me suis lancée en indépendante juste après mes études, donc du coup j'ai fait que des stages et tout, et j'ai eu une petite déconvenue avec un potentiel employeur pendant un long moment, et du coup bah, j'en avais un petit peu marre en fait de tous les ordres de quelqu'un, de pas pouvoir faire ce que je voulais faire, juste mettre en place même au sein de la boîte, tu vois, je pouvais pas le faire parce que je dépendais de quelqu'un et tout, alors que j'ai 1000 idées à la fois et j'aime bien genre faire les trucs jusqu'au bout, tu vois, et je pouvais pas.
Et au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol comme ça. Et c'est, alors je suis pourrie au niveau chronologique de ma vie, donc je n'arrive plus à situer par rapport aux années. Mais voilà, c'est il y a 1 ou 2 ans, en mars, où en fait, j'avais déjà lancé ma boutique depuis quelques mois, tu vois. Et j'avais quelques petites rentrées d'argent, tu vois. Je m'étais mis un objectif. Moi, j'aime bien parler argent pour que ce soit concret. Ouais, Donc, je mais sais que t'es pas frileuse avec ça non plus. ouais, non, Je ça me va très bien. Et je m'étais mis un objectif, je me dis, OK, pour le lancement, tu sais, je bossais à mi-temps, en fait, en parallèle. Et je me suis dit, bon, si tu fais 300 euros par mois, c'est bien. Et genre, ça veut dire qu'il y a du potentiel, etc. Et donc, et ben, à partir du mois de mars, tu vois, j'avais vu que bah, je faisais plus que 300 euros par mois. Et je me suis dit, j'en ai marre de ce taf de merde. Et genre, bah, c'est le moment de prendre une décision, tu vois, soit tu continues à bosser à mi-temps. Et quand j'étais à mi-temps, en fait, j'avais du temps pour le blog et la boutique, mais c'était pas assez, tu vois. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais, je pouvais pas aller en profondeur dans les choses. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, c'est le timing parfait, en fait. Prends ta décision. Et du coup, à partir du mois d'avril, donc, 2018, 2019, je ne sais plus, j'ai décidé 2019, je crois. J'ai décidé de faire ça à plein temps. Donc, j'ai arrêté ce que je faisais à côté et je me suis lancée dedans à plein temps. Ouais. Et aujourd'hui, tes rentrées d'argent, du coup, c'est essentiellement la couture, c'est ta boutique? Ou c'est aussi, tu as toujours des partenariats? Je sais qu'à un moment, tu étais un peu, tu savais plus comment jongler entre les deux. Ouais, Comment ça se fait? Du coup, on parle d'argent, on y va à fond. on C'est y quoi va. ton business model, tes ressources, en fait? En gros, avec le blog, enfin, faire une petite récap d'ensemble. Avec le blog, j'ai mis beaucoup de temps à avoir des revenus. Genre, ça fait, tu vois, 5 ans que je blogue et ça fait que même pas 1 an que j'ai des vrais revenus. Donc, je me suis toujours dit, ça sera jamais une source de revenus stable et, enfin, c'est pas de là que je vais dire, je vais me payer avec le blog, tu vois. Donc, c'est pour ça, la boutique, c'était pas une béquille, en fait. C'était, genre, mes rentrées d'argent. Donc c'est avec la boutique que je me verse un salaire et que j'ai les plus importantes rentrées d'argent, du coup. Donc, c'est mon revenu principal. Il faut savoir que je fais aussi de la confection pour d'autres boutiques, La Belle Boucle. Notamment. Je pense que tu connais, ouais, et je fais des bonnets de soins pour les cheveux, pour laisser poser les masques et tout, un bonnet en tissu. Et ça me fait des rentrées d'argent assez énormes et ça comble tous mes besoins maintenant. Donc, c'est cool. Donc, ça, c'est ma première rentrée d'argent. Après, j'ai la boutique et après, j'ai mes activités avec le blog, on va dire. Ok, ouais. Et le blog, est-ce que c'est des partenariats, c'est-à-dire des articles sponsorisés où les marques te payent pour faire l'article, ou est-ce que c'est peut-être les deux aussi, c'est de l'affiliation avec peut-être d'autres boutiques, d'autres marques? C'est les deux. C'est les deux. Alors, comment dire au début, c'était super compliqué pour l'affiliation et pour le contenu sponsorisé. C'est-à-dire que bah, tu vas pas gagner tout de suite 500 euros en affiliation et il y a peu de marques qui sont prêtes à mettre 600 euros pour un article, concrètement. Donc, en premier, mes revenus ont commencé à se développer avec les contenus sponsorisés. Donc, les marques qui demandent des articles et tout, des posts Instagram et tout ça. Donc ça, c'était la majeure partie de mes revenus. Mais maintenant, Dieu merci, c'est l'affiliation qui a pris le relais et maintenant j'ai la majorité de mon revenu qui passe par l'affiliation et c'est ce que j'aime bien en fait aussi. Enfin, j'aime bien qu'il y ait eu ce changement parce que ça fait que je suis libre dans mon contenu, tu vois, et que je suis pas trop dans l'attente qu'il y ait une marque qui me contacte pour avoir des revenus et que genre mon business model repose juste sur ça et que voilà, genre s'il y a pas une marque qui a accepté un devis à 600 euros dans le mois, bah je suis là, ok, ça va être un petit peu compliqué. Maintenant, en fait, genre je peux produire mon contenu et mon contenu se rémunère tout seul et c'est ça que je trouve vachement cool. Oui, t'es pas dépendante des marques. Moi, je sais qu'à un moment, bah, quand je me suis lancée, je pensais aussi faire beaucoup plus de partenariats avec les marques. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quitté le salariat pour être justement totalement indépendante, mais que là, tu deviens dépendante des marques. C'est ça. Du coup, tu es aussi sous pression de mettre tel ou tel mot-clé dans je sais pas quoi, de faire tel ou tel nombre de photos dans tes stories Instagram ou que sais-je. Et c'est vachement pesant aussi. Enfin, moi, je sais que ça me mettait tant une pression, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça te prend de l'espace mental. Donc, t'es aussi hyper dépendant de ça. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui n'apprécient pas du tout l'affiliation parce que, alors, pour resituer, l'affiliation, c'est quand on gagne un petit pourcentage des ventes de la boutique. Par exemple, si j'achète grâce à ton lien, un lien qui est traqué, il y a un petit cookie dessus, l'ordinateur, il sait que ça vient de toi. Si j'achète, je sais pas, un déodorant, et ben toi, tu toucheras peut-être 10% de moi, ce que j'ai payé. Ouais. Mais moi, je paye toujours la même chose, c'est-à-dire que je paye pas plus que
C'est ça. Que s'il n'y avait pas eu d'affiliation. Et je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas forcément cette méthode parce que elles ont la sensation qu'on pousse les produits sur lesquels on a de l'affiliation juste pour Ouais, gagner des sous. totalement. Et moi, c'était une de mes peurs aussi quand j'ai commencé un peu les programmes d'affiliation. C'est-à-dire que bah forcément, quand tu fais de l'affiliation et que bah, c'est un de tes revenus principaux, en fait, bah genre à un moment, tu es obligé de parler sans cesse des produits. Enfin, pas sans cesse, mais pour avoir des revenus conséquents, notamment quand t'as pas une énorme communauté, tu es obligé de rabâcher tout le temps tel produit, et puis t'as mon code promo, et puis ci, ça. Et je trouve que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas en tant que lectrice, en tant que lectrice, c'est que voilà, on a l'impression d'avoir tout le temps les mêmes produits et c'est juste pour vendre. Et moi, de mon côté de créatrice, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie pas du tout faire. Donc, c'est pour ça que moi, je choisis aussi mes programmes d'affiliation dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai une stratégie qui vise à ne pas genre avoir d'affiliation avec une marque cosmétique en particulier, une marque zéro déchet en particulier. Je fais de l'affiliation qu'avec des e-shops revendeurs, distributeurs. Donc comme ça, je suis pas obligée de parler, enfin c'est pas que je suis obligée, mais enfin dans la stratégie mentale, etc. Genre tu vas pas parler voilà juste de cette marque pour pouvoir te faire ton revenu. Ça me permet justement de parler totalement indépendamment et en fonction des produits que j'aime vraiment, même si ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres produits, hein, mais vraiment bon, je peux vraiment partager tous les produits que j'utilise, etc. parce qu'ils sont vendus sur une plateforme qui regroupe tout. Et donc, du coup, on est moins dans ce truc de je te matraque avec de la pub, etc., pour avoir un revenu, quoi. Ça rend pas le truc illégitime, mais je pense qu'en tant que créatrice, c'est beaucoup plus agréable en termes de travail. Ouais. Oui, je suis d'accord parce que quand tu es avec une seule marque, bah forcément c'est plus compliqué. Enfin, tu as l'impression d'être plus un vendeur de la marque qu'autre chose. C'est ça, Alors c'est que ça. toi qui travailles avec peut-être une ou deux ou trois boutiques en ligne, je pense que enfin, personnellement, j'ai eu aussi la sensation que quand tu travailles avec trop de plateformes différentes, pareil, tu te perds et même toi au niveau, Vraiment. poursuivre et même c'est pas intéressant forcément Ouais. de avoir 3 centimes par-ci, 10 centimes par-là, ça sert à rien. Donc, vaut mieux concentrer ces relations, ces partenariats avec une ou deux ou trois boutiques sur laquelle il y a plein de marques différentes. C'est ça l'idée? Ouais, c'est ça, carrément, carrément. Et puis, du coup, bah, voilà, après, tu t'en viens à avoir tes petites boutiques favorites. Et quand il y en a des autres qui viennent, bah, tu dis, bah, en fait, non, parce que tous les produits, ils sont déjà vendus sur la plateforme que j'utilise, avec qui je suis en bon terme et tout. Et tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs des autres types d'affiliations, tu vois. Du coup, ça te fait avoir des relations un peu plus profondes aussi avec les marques, tu vois, que je trouve assez agréable parce que c'est vrai que dans l'affiliation, souvent, on n'est pas en contact tout le temps, quoi, tu vois, on est souvent en distance et tout. Du coup, bah voilà, j'ai mes petits favoris, je travaille avec eux et puis c'est cool. Ok, super. Donc ça, c'était pour la partie un peu revenu grâce au blog et à la création de Ouais. contenu. Et à côté de ça, tu as diversifié, enfin non, tu as la boutique depuis un peu toujours, c'est ça la base. Et la boutique, comment tu as réussi à la faire grandir, à la faire connaître? Parce qu'aujourd'hui, enfin, je sais qu'il y a plein de créatrices, de petits créateurs ou même d'artisans en règle générale, qui galèrent à fond. Et toi, est-ce que Ouais. tu peux nous partager un peu comment ça s'est passé pour toi? Ouais, on me demande souvent des conseils par rapport à ça pour des gens qui veulent se lancer leur petite boutique artisanale, vendre leur création et tout. Et c'est vrai que moi, je peux pas trop partager un point de vue qui est neutre par rapport à ça parce que en fait, j'ai lancé ma boutique quand j'avais déjà mon blog, ma communauté sur Instagram et tout. Donc on était déjà super nombreux. Donc j'avais, si tu veux, déjà mon petit nombre de potentiels clients, on va appeler ça comme ça, tu vois, qui étaient sur mes réseaux, etc., etc. Donc j'avais déjà des gens qui me connaissaient, qui connaissaient mon travail, qui connaissaient ma passion pour mon travail, etc. Donc si tu veux, j'ai pas eu à aller à la pêche aux clients, tu vois, comme peuvent avoir à le faire toutes les petites entreprises qui débutent. Donc c'est la petite différence. Parce que voilà, souvent on me demande des conseils et tout, et Bah oui et non, parce que derrière, tu as quand même eu en amont, du coup, tu l'as pas fait en parallèle, mais tu l'as fait avant. Tu as eu une stratégie de création de contenu, entre guillemets. oui, ouais, Et bien moi, sûr, bien sûr. ce que je propose de faire la plupart du temps aux personnes que j'accompagne ou dans ma formation, c'est de créer du contenu. Parce que Et ben c'est ça. c'est là où tu vas prouver que tu sais de quoi tu parles, que tu as des connaissances, que tu as des compétences. Ça va se faire naturellement. Tu n'auras pas besoin d'aller à la pêche aux clients, comme tu dis, C'est ça. de la prospection. Et les gens vont venir à toi naturellement. Donc, toi, tu l'as fait avant. Donc, effectivement, C'est tu ça. n'es rien. Mais les gens peuvent très bien le faire aussi en parallèle de la création de leur boutique. Aujourd'hui, Tout on à peut fait. lancer une boutique
sur Shopify ou sur WooCommerce ou que sais-je pour très facilement. En fait, on le fait soi-même et ça coûte pas trop cher. Et en parallèle de ça, si les personnes développent, je sais pas, des articles de blog comme tu peux faire, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur IGTV ou même sur Instagram, des posts Insta, ça aussi, ça peut aussi servir à créer la communauté en parallèle du développement de la boutique. Carrément, carrément. Mais c'est ce que je conseille de faire à chaque fois. C'est avant de vouloir proposer un produit à quelqu'un, apporte-lui d'abord de la valeur à travers le contenu, quoi. Et je sais que c'est ton truc aussi, l'authenticité, tout ça. Pour moi, c'est une des bases quand tu veux te lancer en tant qu'entreprise. C'est montrer aussi qu'il y a quelqu'un derrière et tout. Après, ça, c'est ma stratégie à moi. Mais, oui, c'est super important, le contenu, et même de préparer un petit peu le contenu en amont, tu vois, commencer à créer une communauté avant de proposer directement tes services, créer quelque chose avant autour de ton univers et tout ça, qui permet de fédérer, voilà, d'avoir des relations aussi assez proches avec la communauté, avec les abonnés. Ça, c'est super important. Ouais. Oui, les considérer comme des êtres humains, déjà. Bon, comme tu l'as dit, ne pas attendre d'avoir quelque chose à vendre pour avoir Ouais. Instagram, pour créer du contenu, c'est mettez-vous-y le plus tôt possible pour avoir cette communauté qui va grandir petit à petit, en prendre soin. Et comme tu l'as souligné là à la fin, c'est considérer chaque personne comme un être humain à part entière. Pas le prendre comme un futur porte-monnaie sur pattes, pas le prendre comme un abonné parmi des centaines ou des milliers. Et chaque être humain est important et je sais que toi aussi c'est comme ça, c'est tu réponds à tout le monde. Ouais. La rapidité de réponse que tu as, ça me. Alors je sais que je suis rapide aussi normalement, mais toi dans les 3 secondes, je sais que j'ai une réponse. Mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est Non, parce que je suis tout le temps sur mon téléphone. Ouais, moi aussi. Donc, je n'incite personne à faire pareil. C'est vraiment mettez votre téléphone de côté parce que sinon vous allez y passer la journée. Surtout que si vous répondez, la personne va répondre. Enfin, C'est sans fin, c'est sans fin. C'est Mais sans c'est fin. vraiment ça qui crée du lien, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui répondent très peu aux messages privés. Et moi, je sais, genre, je discute. Il y a des filles dans mes abonnés avec qui je discute tous les jours. Et genre, tous les pseudos que je vois qui like mes posts, genre, je vois qui c'est à travers. Ouais, Et pareil. mais moi, je trouve ça chouette, tu vois, parce que les gens ont l'impression entre guillemets, hein, d'avoir une relation avec moi. Mais moi aussi, tu vois, c'est vraiment en réciprocité, quoi. C'est pas juste beauté naturelle, c'est Aline qui parle avec toi et on a une conversation et c'est cool, quoi, tu vois. Mais oui, parce que souvent, quand on commence, bah, toi, t'as 40, je sais pas combien de milliers d'abonnés aussi. Donc, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et je sais que moi, quand j'ai commencé, j'étais hyper impressionnée par des personnes qui pouvaient avoir même 10 000 abonnés comme je suis aujourd'hui. Et enfin, c'est impressionnant. Mais on reste des êtres humains. Et je pense que c'est hyper important de leur montrer ça aussi et de dire, mais non, je suis juste moi, quoi. Et c'est génial, effectivement, comme tu dis, d'avoir des vraies relations. Enfin, moi, il y a des personnes, je sais ce qu'elles font, je sais où elles en sont dans leur projet, elles me posent des questions, je les accompagne, je les aide. Carrément. Après, faut aussi accepter de pas tout donner. Parce que, enfin, moi, par exemple, mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs quand elles se lancent ou quand elles veulent développer leur projet. Donc, forcément, je peux pas tout donner. Et en même temps, j'ai du mal aussi à me restreindre parce que c'est tellement important et naturel pour moi d'aider ces personnes-là et de créer une vraie relation avec eux. Et je sais que c'est ça aussi qui fait aujourd'hui que sous mes posts, enfin, sous tous nos posts, parce que toi, c'est pareil, on a des dizaines et des dizaines d'interactions. Parce qu'on considère les gens, ouais. Ouais. Et ça, je trouve ça trop beau, quoi. Et je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais pas à garder cette fibre en grandissant avec mon compte, comme tu disais. Tu vois, maintenant, j'ai plein d'abonnés. Et en fait, j'ai toujours l'impression que je gère les MP, par exemple, de la même manière qu'avant, tu vois. Bon, j'y passe plus de temps. Mais en fait, ok, bon, il y a des petits trucs, genre les réactions en story et tout. Je vais pas mettre des cœurs à chaque fois, parce que ça prend trop de temps. Mais j'ai l'impression d'avoir gardé je sais pas, je saurais pas comment caractériser ça. Enfin, la même manière d'interagir avec les gens, même s'il y a plus de gens et tout, j'ai l'impression d'avoir gardé ça. Et moi, concrètement, c'est ce qui fait mon bonheur d'être sur Instagram et d'avoir ma communauté, c'est de savoir que, bah, on est là, en fait. Juste, on est là les unes pour les autres et tout. Et c'est ça qui fait toute la beauté du truc. Oui, et puis, non, je voulais dire un truc, j'ai bugué. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, zut! Oui, et même dans tes stories, tu as réussi à rester hyper naturel. Même dans tes stories, tu es hyper authentique, tu parles de tout, etc. Tu pas peur du regard des autres. Et ça aussi, c'est, je pense que très inspirant et impressionnant parce que à l'heure d'Instagram où tout le monde a peur, enfin, je pense que les gens ont toujours eu peur du jugement des autres. Mais sur Instagram, c'est encore plus
on peut se faire juger à dans n'importe quelle story. Et toi, tu as réussi aussi à très facilement, j'ai l'impression, dépasser ça. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que tu as travaillé sur toi? J'ai dû pas mal travailler. C'est assez récent, je pense que ça date c'est un an un petit peu mon travail sur tout ça. Mais en fait, c'est en même temps où j'ai commencé à aborder, parce que sur mon compte Instagram, je parle aussi de pas mal de sujets un peu tabous. Je parle de féminisme, je parle de véganisme, je parle de plein d'autres luttes. Et quand j'ai commencé à aborder ces sujets, j'ai commencé à avoir des retours très négatifs, tu vois, en message privé, etc. Des jugements, des avis, des choses comme ça qui vont pas forcément dans ton sens, voire qui sont blessants. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouch, mais ça fait mal quand même. Genre, c'est pas facile à recevoir. Et je me suis dit, mais en fait, si tu continues à parler de ces sujets-là, tu vas continuer à recevoir. Parce que bien sûr, tout le monde ne partage pas ton avis. Et il y a des gens qui peuvent être aussi très méchants et qui sont là pour ça. Donc, il va falloir t'y faire. Et du coup, j'ai mis du temps à accepter ça et à trouver des petits remèdes pour y faire face, quoi. Donc ouais, le jugement des gens maintenant, c'est bon, c'est ok. Ce que je fais tout simplement, c'est que quand il y a des messages, qui sont dans le jugement, par exemple, ben soit en fait je ne réponds pas, la meilleure technique, je ne réponds pas parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre, l'autre personne va me répondre un truc, on sera jamais d'accord et ça va m'amener énormément de négativité. Et parfois, tu sais, tu reçois un message en soirée à 20h, tu restes dessus mentalement jusqu'à 8h le lendemain matin, quoi. Donc ça, c'est pas facile à gérer. Donc ça, c'est mon premier truc, genre n'entre pas dans la brèche de la discussion malsaine, vraiment. Et après, c'est aussi savoir répondre aux gens pour mettre les limites, en fait, tout simplement. Quand j'ai des propos qui sont vraiment trop problématiques, en fait, je dis juste non, c'est pas possible de dire ça. J'explique pourquoi. La personne, elle en fait ce qu'elle veut, mais moi, en fait, je pose mes limites, en fait, parce que c'est aussi mon compte, mes règles, et c'est important de faire de cet espace mon espace à moi, tu vois, un espace de sécurité aussi pour moi. Et donc, la personne en fait ce qu'elle veut. Et puis, si elle recontinue là-dedans, alors que moi, j'ai dit la conversation est fermée, j'ai rien à rajouter, etc. Mais c'est pas compliqué. Moi, j'ai le blocage très facile, en fait. Franchement, ça sauve ma vie mentale parfois. Vraiment, juste, je vois des trucs, je bloque et puis basta. Et puis, tu n'es plus ici. Et c'est ce qui fait aussi que maintenant, sur Instagram, j'ai une communauté qui est vachement safe, quoi. Je peux évoquer tous les sujets. Et c'est aussi en parlant en story régulièrement, en faisant des petites mises au point, en fait, en disant, vous pouvez avoir votre avis, mais en fait, c'est mon avis ici et j'en dérogerai pas. Et voilà, il y a des trucs sur lesquels je discute pas et c'est mes règles. Et enfin, je répète ça de temps en temps pour que les gens qui sont nouveaux sur mon compte, ils comprennent que c'est pas la fête du slip, en fait. Tu peux pas dire tout ce qui te passe par la tête. Et ça aussi, ça permet de faire du tri. Parce que les gens que ça va choquer et qui trouvent pas ça normal, ils vont s'en aller d'eux-mêmes ou envoyer un petit message et moi, je bloque après, tu vois. Oui, on n'est pas là pour subir, on est là pour partager, pour essayer d'expliquer, pour échanger avec les gens. Et je pense qu'on est toutes les deux assez ouvertes d'esprit, donc on va pas non plus se braquer si la personne n'est pas d'accord avec nous. Par contre, c'est aux autres aussi de nous respecter nos opinions et de partir. Enfin, voilà, on s'en fout. Moi aussi, j'ai le blocage très facile. Si la personne, elle m'insulte ou je sais pas quoi, ou simplement elle a pas du tout envie d'échanger, elle est bloquée sur son truc. Et enfin voilà, il peut tout se passer. Et moi, je m'en fous. Enfin, je suis pas un abonné presse. Je suis pas là pour avoir d'abonnés pour accumuler ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Et tu parlais tout à l'heure des nouvelles personnes qui arrivent sur ton compte. Est-ce que tu sais d'où elles viennent, du coup? Comment tu continues à faire grandir ton compte? Il y a beaucoup de personnes qui viennent un peu de manière un peu random sur mon compte tous les jours, tu vois. Donc les personnes là, je ne sais pas du tout d'où elles arrivent. Peut-être via les hashtags, peut-être elles étaient sur mon blog, donc elles ont vu mon lien vers Instagram et tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent comme ça par mes recettes sur le blog. Mais sinon, en général, mon compte il grandit quand il y a des partages d'autres blogueuses. En général, voilà, les communautés arrivent sur chacun de nos comptes et puis voilà, ça grandit assez naturellement de cette manière-là. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire grossir, entre guillemets, des comptes Instagram sans avoir cette notion de partage, en fait. Je sais que c'est assez compliqué pour pas mal de personnes en ce moment même. Ouais. Et pour la boutique, comme tu parlais de partage d'autres blogueuses, est-ce qu'elles te partagent toi en tant qu'Aline ou est-ce qu'elles partagent des produits de ta boutique? C'est les deux en général. Comme je suis assez difficile à dissocier dans mon activité, tu vois, c'est un peu tout entremêlé. En général, il y a des filles qui vont partager, par exemple, une commande qu'elles ont faite à leurs frais sur la boutique et du coup elles vont dire ah c'est trop cool, c'est Aline qui les fait et tout, de beauté naturelle, parce qu'en plus de son blog, elle a une boutique et tout. En général, c'est comme ça que ça se fait.
en général. Et sinon, souvent, c'est voilà, par rapport à des recettes, par rapport à des conseils ou à d'autres sujets, qu'elle partage mon compte, quoi. D'accord. Et la boutique, comment tu as fait pour la développer, pour trouver tes fournisseurs, pour acheter le matériel? Comment tu t'en es sorti pour vraiment de A à Z, enfin, développer ta boutique sur Internet? Alors en premier, ça a commencé avec une refonte totale de mon site déjà, parce qu'avant je travaillais sous Blogger, qui est une plateforme de blog assez limitée. Et donc du coup, quand je me suis décidée à refaire mon site sous WordPress, c'est vraiment genre la base WordPress, c'est vraiment super qualitatif. Je me suis dit ok, je vais faire sous WordPress parce que je pourrais faire une boutique par la suite, parce que je sais que potentiellement j'allais ouvrir une boutique, vendre des e-books, tu vois, c'est super important. Donc ça a commencé par ça. Et puis après, dans le processus de développement de la boutique, ça a été de chercher les matières premières, donc pour faire mes créations upcyclées, parce que moi je travaille qu'avec des tissus issus de la récupération pour faire mes accessoires zéro déchet. Donc du coup, ça a été où est-ce que je peux récupérer tous ces tissus. Alors l'idée m'était venue d'ouvrir la boutique quand je faisais les vides-greniers et quand je trouvais plein de tissus, je me suis dit ah mais c'est cool en fait de faire des produits à partir de matériaux de seconde main. Donc je savais directement qu'il fallait que je cherche vers les réseaux de seconde main, puisque c'est un peu c'est l'âme de mon activité. Et donc, du coup, ça a été, voilà, où est-ce que on peut trouver tout ça, des beaux tissus, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de vide-greniers tous les étés. Bon là, cet été, c'est un petit peu mort, mais heureusement qu'on en a en stock. Mais voilà, vide-greniers, on passe aussi par des réseaux caritatifs, donc tu sais, les magasins caritatifs du genre Emmaüs ou d'autres associations dans les villes autour de chez nous. Donc du coup, sur la boutique en premier, voilà, je faisais les nouveaux produits en fonction des tissus que je récupérais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce tissu en particulier? Donc je crée un produit. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu beaucoup de demandes, du coup, et c'est ça aussi qui m'a permis d'agrandir aussi ma clientèle sur la boutique, c'est d'écouter leurs besoins en termes d'accessoires zéro déchet. Et donc voilà, il y a des personnes qui disaient ah Aline, tu ferais pas ça, enfin genre j'en cherche trop et je trouve pas, etc. Et donc du coup ça m'a aussi aidé à chercher d'autres fournisseurs de seconde main pour de nouveaux types de produits et tout ça. Donc voilà pour les petits fournisseurs et tout ça. Et après, vraiment proposer de plus en plus de produits, enfin différents produits, ça m'a vachement aidé aussi à agrandir ma gamme et puis du coup intéresser plus de personnes, parce que c'est vrai qu'au début sur la boutique, je vendais juste des sacs à vrac et des pochettes à brosse à dents, je crois. Donc c'est pas un choix hyper vaste. Et du coup, voilà, en écoutant les retours des gens, en leur proposant des produits qui leur correspondent, qui correspondent à leurs besoins, j'ai réussi du coup à agrandir cet éventail de possibilités pour eux, quoi. Et est-ce que tu t'es spécialisé dans un certain type de produit? Parce que toi, ta spécificité, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de créatrices zéro déchet. Donc, comment est-ce que tu te différencies des autres? Tu as l'idée des tissus upcyclés que tu trouves chez Emmaüs et compagnie dans les brocantes. Et à part ça, comment tu fais pour te différencier des autres? Ouais, mon élément différenciant, c'est vraiment genre le côté upcycling, du coup, parce qu'on est comme assez peu de créatrices, créateurs à créer des produits à partir de matériaux de seconde main. Et ensuite, moi, dans mon activité, ce qui apporte énormément de valeur aussi, c'est l'ensemble de mon univers et c'est ma personne, tu vois. Comme on parlait tout à l'heure, de tout ce que je représente aussi sur les réseaux sociaux, toutes les valeurs que je prône sur les réseaux sociaux, ça rapporte cet élément qui me différencie des autres aussi. C'est plus que la marque zéro déchet, tu vois. C'est Aline qui a des convictions féministes, qui va te parler de sexe et de véganisme et qui te donne des conseils beauté, qui te fait aussi des produits zéro déchet. C'est ça qui apporte aussi ce petit truc en plus, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi, il y a certaines personnes que j'accompagne qui sont pas du tout pour ça, et il y en a d'autres qui essayent de développer ça, ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding. C'est faire en sorte que les personnes viennent chez toi pour toi. Elles viennent pas acheter, je sais pas, un couvre-plat. Elles viennent acheter le couvre-plat d'Aline de Beauté Naturelle et elles soutiennent en même temps tes convictions parce qu'elles se retrouvent dans tes valeurs. Donc c'est pour ça effectivement c'est hyper important d'être authentique, d'être pleinement soi, de parler de son mode de vie, de parler de ses valeurs et de tout ce qui nous anime, parce que c'est ça aussi, je pense, enfin non, j'en suis persuadée, je le sais, qui fait en sorte qu'on ait une communauté engagée, qui nous soutienne et qui achète nos produits parce que c'est nous. Pas, elle compare pas nos prix, quoi. Si toi, tu fais un couvre-plat à 10 € et que ta concurrente le fait à 5, elle va quand même venir chez toi. Et ça, c'est hyper précieux parce que quoi que tu fasses, même si demain, tu veux changer d'activité, je suis sûre que toutes les nanas qui te suivent, elles te suivront aussi dans cette nouvelle activité.
C'est ça le truc. Et c'est ça qui me rend super heureuse de m'être lancée indépendamment du système salarial, etc., etc. C'est que, voilà, j'ai des gens qui me suivent, tu vois, et pas qui me suivent juste de la manière de dire sur les réseaux sociaux, qui me suivent dans mes projets, qui aiment ce que je fais, tu vois, qui suivent tous les processus et tout. Et je sais que si demain je vais arrêter la boutique et lancer un autre truc, je sais pas, si je veux vendre des légumes sur les marchés partout en France, je sais qu'il y a des gens qui viendront acheter mes légumes, tu vois. Et c'est cool. Et c'est au-delà du fait de, voilà, la comment on dit le culte de la personnalité et tout ça, c'est au-delà de tout ça, c'est vraiment juste voilà, comme tu disais, tu achètes un produit pour la personne qui est derrière et toutes les valeurs que ça englobe à la fois, et c'est ça qui est chouette et qui m'amène aussi énormément de liberté dans mon métier, quoi. Et tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur? Enfin, est-ce que quand tu étais petite, tu te souviens de moments comme ça où, je sais pas, tu créais des choses, tu voulais les vendre ou que sais-je? Ou tu as toujours été indépendante, tu vois? Parce que là, je sais que tu es aussi, tu habites toute seule, et cetera. Donc, je me reconnais aussi dans ton profil, dans le sens où tu as besoin aussi de beaucoup d'autonomie, tu te gères toute seule, enfin, normal, enfin voilà, heureusement. Mais ouais, est-ce que ça a toujours été en toi ou est-ce que, J'ai toujours été super indépendante, pas forcément solitaire, mais vachement indépendante, à faire plein de choses par moi-même. C'est vrai que dans mon éducation aussi, je suis une fille unique. Enfin, j'ai deux demi-sœurs, mais tu vois, j'ai grandi toute seule à la maison. Mes parents étaient eux aussi des indépendants, très occupés de leur côté. Du coup, moi, je grandissais de manière indépendante aussi à côté, avec pas mal de maturité et tout. Donc, forcément, ça m'a poussée un peu à prendre ce chemin de l'indépendance, tout simplement, tu vois. Et puis ouais, je me souviens quand j'étais petite, genre je faisais semblant de vendre des trucs que je fabriquais sur le bord de mon trottoir et tout. Je faisais c'est aussi un génial. truc que j'adorais, je faisais plein de Scooby-Doo quand j'étais petite. C'est cette époque-là qui date. Ah oui, oui, j'ai baigné dedans aussi. Et ben mes parents, ils avaient des chambres d'hôtes, donc voilà, ils étaient indépendants, ils avaient des chambres d'hôtes, tu vois, il y avait plein de gens qui venaient à la maison. Et moi, je vendais en fait mes Scooby-Doo aux gens. Genre, j'étais trop fière, genre, je leur vendais. C'est génial. Ah, c'est génial et je trouve ça, j'aime bien cette question parce que je suis persuadée que ce que l'on fait quand on est enfant, ce qui nous plaît, juste qu'on fait naturellement par passion, par envie, et ben ça se retrouve si on Ouais, s'écoute, si on apprend à s'écouter, qu'on suit notre cœur, notre intuition, ça se retrouve dans ce que l'on va faire plus tard. Et c'en totalement. est la preuve j'ai plein de preuves comme ça donc ouais, je Mais suis tu vois, cette histoire de Scooby-Doo, là, je viens de m'en rappeler à l'instant, parce que j'ai eu un espèce de flash, là, qui m'a rappelé, genre, moi, avec mes petits Scooby-Doo en train de les vendre et tout. Et, mais c'est vrai que, et si on remontait un petit peu plus à l'enfance et aux trucs qui nous animent vraiment profondément, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui trouveraient leur chemin, même si c'est pas toujours facile de changer de chemin. mmh, Mais, ouais, génial. Et je pour le trouve ça trop futur, cool. du coup, là on parle du passé, pour le futur, qu'est-ce que tu nous réserves? À quoi tu penses ou tu te laisses aller? Je sais pas du tout. Pour l'instant, je laisse couler, en fait. Mmh. Parce que c'est vrai que du coup, quand je pense au passé, tout ce qui s'est déclenché dans ma vie par rapport à mon activité de maintenant, ça a été des choses vachement spontanées que j'avais jamais prévues, tu vois. J'avais jamais prévu de vivre de mon blog, j'avais jamais prévu de faire de la couture, jamais d'ouvrir une boutique en ligne et tout. Il y a plein de collaborations auxquelles j'avais même pas songé, tu vois. Donc du coup là en ce moment je laisse un peu filer la vie parce que ça se passe bien pour moi, donc j'ai pas besoin de me remettre en question constamment, etc., et me dire qu'est-ce que je vais faire demain et tout. Et puis je commence un peu à trouver aussi de la stabilité, ce que j'avais pas et ce qui est pas facile à trouver au début quand tu es entrepreneuse et tu tâtonnes un petit peu partout et tu te demandes toujours ce que demain va te réserver. Et comme là je suis dans une période où j'ai réussi à mettre en place des choses qui me rendent stable, pas que financièrement, hein, Comme mais quoi, même dans par ma vie exemple? personnelle et tout. Je pense que ça peut être de bons conseils. Qu'est-ce qui t'a aidé à avoir une stabilité dans ta vie, tant au niveau pro que perso? Déjà, bon, la stabilité financière, ça y a Mmh. pas quand je regarde sur l'année passée et que je vois que tous mes chiffres sont bons, ils sont en croissance, je me dis, OK, c'est bon, Aline. Enfin, tu vois, tu as plus trop à te soucier de ces choses-là, donc c'est cool, j'ai une stabilité de ce côté-là. Euh, et puis une stabilité aussi dans mon organisation, ce qui n'a pas toujours été facile, que souvent je remanie mon organisation tous les 2 mois pour mettre d'autres trucs en place et tout, alors que maintenant j'ai ma routine, j'ai mon planning, j'ai mes habitudes, je sais ce que je vais faire le mois prochain, le mois d'après, même dans 6 mois, tu vois. Ça m'aide vachement à garder une stabilité, même juste émotionnelle aussi. Donc du coup, forcément, j'ai une espèce de stabilité personnelle qui me permet de faire mes petits projets à moi dans mon coin pour ma vie perso, tu vois. Et ça, c'est cool parce que c'est un truc que j'ai hautement négligé il y a encore un an.
où le travail prenait le pas sur absolument tout. Et même si c'est ma passion et que genre je peux passer des week-ends dessus, je trouve ça trop cool de, tu vois, de travailler sans t'en rendre compte et tout. J'ai réussi un peu à quand même mettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir me dégager du temps pour des activités qui n'ont pas à voir avec mon travail. Parce que comme je dis, même si je kiffe et même si genre je me tue pas à la tâche quand je travaille pour moi, tu vois, c'est important pour la santé mentale de se garder des petits créneaux dans la semaine, dans la journée, dans le mois où tu vas te dire je ne rentre pas dans mon atelier, je ne rentre pas dans mon bureau et je fais d'autres trucs, tu vois. Ça m'a, du coup, cette organisation-là m'a vachement aidé à me dégager du temps pour faire d'autres choses qui sont tout aussi importantes pour moi. Et donc, du coup, voilà, ça fait partie de tout cet équilibre, en fait, que j'ai réussi à trouver au fur et à mesure des mois qui me permettent de me dire, bah, ok, maintenant, je suis stable, en fait. Tu vois, ça tourne. Ça tourne comme je voulais que ça tourne. Et du coup, j'ai pas envie de rajouter un projet qui va venir chambouler tout ça. Tu vois, je me dis, on laisse couler, on verra ce qui arrivera, quoi. Ouais. Et comment tu t'organises du coup, vu que ça a l'air d'être la clé de tout qui a changé ta vie? Comment tu t'organises? C'est quoi, je sais pas, ta journée type ou ton organisation sur la semaine? Je vais dire tous mes secrets. C'est parti. Oui. En gros, moi, du coup, comme j'ai mes deux activités de couturière et de blogueuse, il me faut de la régularité dans les deux métiers, parce que sinon, si je travaille pendant 3 mois juste sur la couture et que je laisse le blog à l'abandon, c'est un petit peu compliqué. Du coup, déjà, en gros, j'ai plusieurs formes de planning, à l'année, au mois et à la semaine. Donc, à l'année, tu vois, je vais planifier mes mois de confection au niveau de la couture. Donc, par exemple, là, ce mois-ci et le mois prochain, enfin, le mois de juillet, je reprends. Tu vois, même pour moi, c'est pas encore clair. Genre, le mois dernier et ce mois-ci, c'est prévu pour la confection pour la boutique. Après, je reprends en septembre, octobre. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, à l'année, j'ai des mois qui sont réservés à telle ou telle tâche. Parce que je dois aussi répondre aux besoins de ma cliente Laurine pour qui je fais de la confection. Donc, il faut que ce soit calé aussi. Donc ça me permet de m'organiser globalement sur toute l'année. Donc, je sais quand je prends des vacances. Déjà, ça, c'est cool. Et donc, tu vois, entre 2 mois de couture, je vais avoir un mois où je fais de la création de contenu, par exemple. Ok, donc tu alternes par mois, vraiment, tu fais des gros blocs de travail par mois. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, par exemple, dans ma stratégie de création de contenu, c'est impossible pour moi de faire du contenu du jour au lendemain. Ça me prend beaucoup trop d'énergie. Je peux pas écrire un article pour la fin de semaine, tu vois. C'est genre, je me perds dans mon esprit, ça me stresse à mort. Donc, du coup, bah voilà, tu vois, quand j'ai un mois dédié à la création de contenu, je vais créer du contenu pendant un mois pour les 3 mois à venir, tu vois. Et du coup, c'est ce que je te disais, j'ai aussi un calendrier au mois. Là, c'est mon calendrier plutôt pour le blog, en fait, où je sais ce qui est prévu pour tel jour. Au mois de juillet, par exemple, je fais tout mon petit planning éditorial, etc. Ce qui me permet de prévoir mon contenu à l'avance et puis de planifier tout ça pour que je ne sois pas dans le rush, en fait, d'une semaine à l'autre, de pas savoir de quoi je vais parler, parce que c'est quand même important de garder une ligne directrice. C'est trop important pour moi, mais aussi pour la cohérence de mon blog et de mon contenu, quoi. Donc voilà, j'ai ce petit planning là. Donc voilà, ça me permet je quadrille en fait mon année en fonction des temps de couture ou de blog. Et puis ben voilà, pour le blog, je planifie tout au mois par mois, 3 mois à l'avance. Et puis après pour mes semaines, et ben en fait, quand c'est des semaines de couture par exemple, je garde toujours mon lundi pour faire des trucs un peu reliés au blog quand même, pour garder un suivi, tu vois. Donc tous les lundis, je réponds aux mails, j'écris des articles s'il y a besoin de compléter quelque chose, je fais un petit peu de contenu pareil s'il y a besoin. Mais j'ai ce lundi et puis le reste de la semaine, je travaille sur la boutique. Ok. Et les Voilà. stories Instagram, parce que tu es quand même hyper active. Moi, ça me rassure quand je vois des gens comme toi qui font aussi des stories de 10 kilomètres, parce que le nombre de commentaires que je reçois qui me disent, ah, mais tes stories, elles sont trop longues, c'est dommage. Ah, mais non, les gars, moi, j'aime parler, c'est comme ça, c'est Trop comme bien. Enfin, c'est vraiment là aussi où on peut partager notre énergie, notre façon d'être. Enfin, c'est bien les textes, ok, c'est plus rapide, c'est pratique, mais c'est pas pareil. Il y a moins d'humains et Non. moi, j'ai besoin d'humains. Donc, Ouais. peu importe ce que les gens disent, moi, je fais mes stories de 10 kilomètres et ça me rassure aussi. Enfin, ça me rassure. Non, parce que même s'il y avait pas de personne d'autre qui faisait ça, je le ferais quand même. Mais c'est chouette aussi d'avoir d'autres personnes comme toi qui en font beaucoup. Et comment tu les gères du coup? Tu les fais du tac au tac en mode spontané? Ouais, ça c'est vachement spontané. C'est souvent quand il y a souvent moi en story je parle beaucoup de trucs d'actualité, tu vois, donc souvent ou des trucs qui se passent dans ma vie, hein, donc c'est souvent des choses assez spontanées. Là, tu vois, par exemple pour les stories, j'ai pas du tout de planning dans mon agenda. C'est vraiment genre, par contre, voilà, quand je sors un article, il y a une petite story qui est prévue pour cet article,
mais je fais rien de millimétré en story. Pour moi, c'est vraiment un moyen de communiquer hyper spontanément avec les gens, vraiment de tout ce qui me passe par la tête. Par contre, j'essaie de me mettre un peu des limites parce que parfois, je pourrais parler de 15 sujets différents en story en une journée. Du coup, ça, c'est un truc aussi que j'ai appris à faire avec le temps. C'est, OK, Aline, est-ce que la story que tu es en train de filmer, elle est vraiment utile? Non. Donc, du coup, j'essaie de me canaliser, mais ça reste un truc super spontané, tu vois, vraiment pour de l'échange spontané. Je trouve ça hyper agréable. Mm. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. Et il y a une chose récurrente quand même qui me plaît bien dans tes stories, justement, c'est le mercredi ou ta petite FAQ. Je trouve ça génial parce que là Ouais. encore, tu nous prouves que l'essentiel, c'est de donner des conseils, des Ouais. partages, des recettes, des astuces. Et donc, toi, tous les mercredis, tu as instauré ça. Comment ça se passe? Alors, c'est un truc que j'ai essayé il y a 1 an maintenant. Ça fait longtemps qu'elle existe, la FAQ. J'avais fait ça. J'avais jamais fait de système de FAQ, mais c'était pas une FAQ sur ma vie. Posez-moi des questions à moi. C'est OK. Est-ce que vous avez besoin de conseils sur une recette beauté, sur une problématique beauté, sur un truc zéro déchet et tout? Posez-moi votre question. J'avais commencé à faire ça un dimanche. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais c'est trop bien, tu devrais faire ça toutes les semaines et tout. Du coup, bah, le dimanche d'après, j'ai recommencé et puis j'ai fait ça pendant longtemps les dimanches. Mais pareil, dans ma démarche de me laisser un petit peu de temps pour respirer moi, je me suis dit, faut que j'arrête. Et je me suis dit, mais je peux pas arrêter, c'est trop bien, tu vois. Il y a trop de gens qui m'envoient du positif par rapport à ces FAQ parce que les gens apprennent énormément, parce qu'on Ouais, balaye tous les c'est comme sujets, ça quoi. aussi que tu crées ta communauté, que les gens voient que Ouais, t'es une vraie personne et créent du lien avec toi et ont la sensation d'être proche de toi. Donc, c'est c'est même d'un ça. point de vue, si on parle qu'en termes de stratégie, ce que j'aime pas faire, mais même si les gens sont obnubilés par ça, c'est génial. Ouais, non, clairement, ça crée un truc et puis ça répond aussi aux besoins des gens parce que les gens peuvent, je peux pas répondre à tous les messages privés aussi et ça comble aussi ce truc des messages privés, tu vois. Il y a souvent des gens, moi, dans mon domaine de la beauté, du zéro déchet et tout ça, qui m'envoient des messages privés pour me demander, ah, Aline, comment on fait ci, ça, t'as pas une recette de ci, ça? Bah, c'est trop compliqué de répondre à ce message-là 20 fois par jour, voire plus. Et donc la FAQ, ça sert un peu à temporiser aussi toutes ces demandes en fait que je peux pas traiter sur un jour dans la semaine. Et donc, du coup, je faisais ça le dimanche, et puis je me suis dit, mais je peux pas arrêter, genre, c'est trop bien. Et du coup, j'ai dit, bah, OK, Aline, ben, en fait, tu te dédies une après-midi par semaine pour faire ça, parce que c'est un truc qui a de la valeur, c'est un truc auquel les gens tiennent, et moi, je me voyais pas arrêter, parce que moi, j'adore apprendre des trucs aux gens, c'est ma passion première. Et donc, du coup, j'ai décidé de la faire le mercredi. Et oui, c'est le seul truc récurrent. J'ai essayé de mettre d'autres trucs récurrents en place, mais ça n'a pas marché. La FAQ, c'est vraiment un rendez-vous un peu incontournable. Et du coup, tu nous as parlé des semaines et des journées. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée, de l'organisation d'une journée? Est-ce que c'est assez cadré aussi ou est-ce que tu te laisses aller? Enfin, tu te Non, laisses aller. franchement, j'ai pas trop d'organisation. Enfin là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué mentalement pour moi, donc je me laisse vraiment aller. Sinon, j'essaie toujours d'avoir une routine le matin qui est, je commence à travailler au minimum à 9 heures, tu vois. Je pousse pas trop. En ce moment, je suis pas trop capable de le faire, mais voilà. Mes journées types, normalement, c'est genre, tu te mets à l'atelier à 9 heures, tu commences par des petites tâches et tout. Mais sinon, j'ai pas de truc à grande échelle comme ça. J'ai juste un principe qui m'aide aussi beaucoup dans l'organisation, c'est de pas faire de to-do list à rallonge. Ça ne sert à rien, ça démoralise, ça démotive plus qu'autre chose. Du coup, j'ai mis un truc en place, c'est de mettre que 3 ou 4 trucs à faire dans ma journée sur ma petite to-do list. Donc ça, en général, je prépare la semaine ou la veille pour le lendemain, tu vois, je sais si j'ai des trucs importants à faire parce que sinon, ma routine est quand même assez routinière. Du coup, je fais souvent la même chose quand c'est de la couture, je fais de la couture. Mais sinon, quand j'ai des projets à faire, voilà, j'en mets pas plus de 3 ou 4 dans la journée. Et du coup, je planifie que 4 à 5 heures de travail dans ma journée. Ce qui fait que, en fait, ces 3 tâches, par exemple, je vais avoir le temps de le faire sur les 4 heures. S'il y en a une qui me demande plus de temps, en fait, je peux lui donner plus de temps parce que j'ai plus de temps libre dans ma journée. Et si j'ai des imprévus au cours de ma journée, parce que ça arrive toujours, un mail auquel il faut répondre impérativement, un truc qui se passe pas bien, ou même dans l'environnement personnel, et en fait, j'ai le temps de tout gérer sans être absolument dépassée. Et ça, c'est le truc qui a sauvé mon organisation, vraiment. Je m'imaginerais plus faire autrement. Parce qu'avant, c'est vrai que, genre, si tu te mets 20 trucs à faire dans ta journée, tu vois que tu en as fait 5, le lendemain, tu te dis, OK, j'ai 10 autres trucs à faire demain, comment je vais faire ça? Et alors qu'en réduisant la to-do list et en réduisant, en fait, le temps travaillé euh, officiellement, et en fait, ça se passe beaucoup mieux avec beaucoup plus de sérénité. Ok, génial. Et ben, c'est bien noté. Alors, je dis pas que je vais y arriver demain, mais je prends note. Et en tout cas, oui, effectivement, ça, j'ai bien entendu ce conseil et je pense que ça va Ouais, être je bien, conseille à tout le bien monde. mis. C'est vraiment, même de juste tester,
ça peut paraître un peu bizarre au début, genre, mais je vais rien faire aujourd'hui. Mais en fait, tu te rends compte que, en plus, tu t'investis plus dans les tâches. Du coup, tu as ton cerveau vraiment concentré sur les tâches que tu as à faire parce que tu en as peu. Et c'est vachement productif. Je suis pas trop, moi, dans toute ce mindset productiviste et tu dois bosser, bosser, bosser et tout. Et du coup, ça me permet petite sirène derrière, ça me permet de me concentrer sur les tâches et vraiment de donner toute mon énergie dedans sans me retrouver totalement vidée à la fin de la journée. Yes. Ouais. Ok, génial. On arrive vers la fin. Alors, j'ai encore 2-3 petites questions assez rapides. La première, c'est, je sais pas si tu es une nana à citation, mais si oui, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te booste au quotidien ou que tu gardes en tête souvent? Moi, il y a un truc qui me suit depuis toujours, je sais pas, j'ai retenu cette phrase un jour et elle résonne en moi depuis longtemps. C'est une mer calme n'a jamais fait un marin aguerri ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça veut dire que bah voilà, en fait, c'est aussi dans les moments où les choses se passent pas bien, où il y a des difficultés que bah tu évolues et tu évolues en bien, tu gagnes des connaissances, tu gagnes de l'expérience et ça peut t'amener que du positif après. J'aime bien cette citation. Ah, génial, ça me parle bien. Et c'est quoi pour toi être authentique? Parce que le podcast, il s'appelle Indépendante et authentique. Indépendante, on en a parlé, tu l'es aussi à 100%. Authentique, tu l'es clairement aussi à 10 000%. Mais c'est quoi pour toi l'authenticité? Waouh, c'est un grand mot. Pour moi, c'est être moi-même sans me mettre les filtres que les gens aimeraient que je porte dans mes propos et dans ma façon d'être. C'est ça. Je vais rester simple. Pour moi, c'est ça. C'est très beau. Ça parle aussi beaucoup, décidément. C'est génial. Ok. Et si tu avais, dernière question, si tu avais une entrepreneur ou une femme indépendante et authentique que tu aimerais entendre sur un podcast, ce serait qui? Bah, moi, c'est mon idole de toujours, c'est Laurine de La Belle Boucle. Vraiment, tu vois, je travaille avec elle, je collabore avec elle. Et je trouve que c'est une businesswoman de malade, avec énormément de valeur et qui fait les choses avec tant de professionnalisme. Ça me fascine, vraiment. Je trouve qu'elle fait un travail de titan, qu'elle a réussi à créer quelque chose de grand et de magnifique avec des belles valeurs derrière en si peu de temps et en faisant les choses bien. Et je trouve que c'est vraiment un exemple pour moi. Et tu vois, je trouve ça chouette de travailler avec quelqu'un qui m'apporte toute cette inspiration aussi. Donc c'est vraiment genre mon entrepreneuse favorite, tu vois. Génial. Ok. Et ben, c'est noté. Je lui enverrai peut-être un petit message. Super. Et ben, merci beaucoup, beaucoup, Aline. C'était avec grand plaisir, Pêche. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cette discussion t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast dans tes stories sur Instagram. T'as juste à faire une petite capture d'écran, à nous taguer avec Aline @beauténaturelle et @pêche-et-églantine. Et nous, on se fera un plaisir de te remercier et de te repartager dans nos stories. Personnellement, j'ai adoré la transparence et l'authenticité d'Aline, tant au sujet des coulisses de son entreprise que de son compte Instagram. Je garde aussi précieusement ses conseils d'organisation qui me seront bien utiles. Je te prie aussi de nous excuser pour la qualité du son. Il y a eu quelques couacs durant cet enregistrement, mais on dira que ça rend l'épisode encore plus authentique. Je crois que c'est tout ce que je voulais te dire pour cet épisode, et du coup, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.